bienvenue. Aujourd'hui, on va un peu décortiquer un passage quasi obligé en immobilier, l'investigation préalable, la fameuse due diligence. Oui, bonjour. C'est une étape vraiment clé qui demande un œil expert. Ah oui, absolument. C'est une, comment dire, une véritable enquête en fait, menée par des spécialistes techniques, juridiques, financiers aussi. D'accord. Pour vraiment radiographier un immeuble avant une transaction. L'objectif, il est double. Cerner les risques réels et puis estimer la valeur véritable de l'actif. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi cette démarche est si importante, qu'on soit acheteur ou vendeur d'ailleurs. Alors, allons-y, décomposons un peu ça. Concrètement, ça consiste en quoi cette investigation? On cherche quoi précisément? L'idée première, c'est surtout de traquer les risques. Les risques un peu cachés, quoi. Hmm. La solidité de la structure, une éventuelle pollution des sols, les pathologies du bâtiment. Ça peut être des fissures, de l'humidité. La conformité aux normes, qui sont parfois assez complexes, il faut le dire. Oui. Et la sécurité, bien sûr. On regarde aussi le potentiel de rénovation et les besoins futurs en maintenance. C'est important d'anticiper. Et juridiquement, ça a des implications? Ah oui, tout à fait. Ça touche directement à la garantie des vices cachés, l'article 1641 du Code civil pour être précise. Ces défauts qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui peuvent rendre le bien impropre à son usage. D'accord. Et puis il y a aussi l'obligation de fournir toute une série de diagnostics immobiliers. C'est prévu par d'autres articles, 1240-1231-1. Ok, donc identifier les risques, c'est la base pour éviter les mauvaises surprises. Mais vous disiez que ça va plus loin. Comment ça aide un acquéreur à créer de la valeur? Ça, c'est intéressant. Oui, c'est une excellente question. Pour l'acquéreur, c'est vraiment une opportunité majeure de déceler un potentiel qui n'est pas toujours évident au premier abord. C'est-à-dire? On peut identifier des pistes pour optimiser le programme immobilier, repenser l'usage des espaces, améliorer les fonctionnalités, ajuster les ratios de surface, la densité d'occupation, la sécurité aussi bien sûr, et même penser à l'exploitation future, la maintenance. Donc, améliorer l'efficacité, la rentabilité. Exactement. Il s'agit de ça. Ah oui, là, ça devient passionnant. On imagine bien transformer des zones un peu oubliées en véritables atouts, non? Tout à fait. Un toit terrasse qui devient un lieu de vie sympa, un ancien local technique transformé en petite salle de sport, ou même ajouter des espaces de coworking, c'est très tendance. Oui, ou même envisager un changement d'affectation plus radical si l'environnement s'y prête. Des bureaux qui deviennent des commerces au rez-de-chaussée, par exemple. D'accord. Et l'optimisation, ça passe aussi par les fonctionnalités du quotidien. Fluidifier la circulation, avec des contrôles d'accès intelligents, couplés aux ascenseurs par exemple. Ah oui, pratique. Bien dimensionner les espaces communs, comme les cuisines d'étage, les cafétérias, ou même les zones de livraison, c'est souvent négligé ça. Et la sécurité incendie, bien sûr, c'est un volet absolument crucial. La sécurité incendie. Oui, on utilise souvent une méthode qu'on appelle ATM. C'est un acronyme pour architecture, technique et management. ATM. Voilà. L'architecture, A, c'est le bâti lui-même. Le compartimentage, les issues de secours. La technique, T, ce sont les systèmes. Détection incendie, sprinklers, etc. Et le management, M, ce sont les procédures, la formation du personnel. Intéressant. Et l'idée, c'est qu'une bonne conception architecturale, un bon A, ça peut réduire significativement le besoin en système technique coûteux, le T. Et aussi les frais de gestion liés au M. C'est un tout. Très clair. Et si on change de perspective, pour le vendeur, quel est son intérêt à faciliter cette démarche ou même à la faire lui-même en amont? Alors pour le vendeur, bien sûr, il y a l'aspect légal, satisfaire à ses obligations. Mais au-delà de ça, c'est une stratégie qui peut être très payante. Ah oui, comment? Ça permet d'anticiper toutes les questions des acheteurs potentiels. On connaît parfaitement son bien, ses forces, ses faiblesses éventuelles, donc on maîtrise mieux le processus de vente. On garde la main en quelque sorte. C'est ça. Et le résultat, c'est souvent des délais de vente raccourcis. Et potentiellement, on peut obtenir de meilleures offres. Pourquoi? Parce qu'un dossier complet, transparent, ça rassure, ça attire des acquéreurs sérieux. Ça peut même stimuler la concurrence entre acheteurs, j'imagine. Exactement. On contrôle mieux le flux d'informations et on gère mieux les attentes de chacun. C'est bénéfique. Le processus en lui-même, ça a l'air assez méthodique, non? Comment ça se déroule en général? Est-ce qu'il y a des étapes définies? Oui, c'est une démarche qui est assez structurée, même si, bien sûr, on l'adapte à chaque situation spécifique. Mais typiquement, ça se passe en plusieurs phases. Phase 1. On constitue les dossiers d'analyse. Ça veut dire rassembler tous les documents disponibles, vérifier qu'on a tout et s'assurer qu'on peut accéder à l'immeuble pour les visites techniques. La base. Voilà. Phase 2, là on rentre dans le dur avec l'audit technique approfondi,
l'analyse fine des risques dont on parlait, et on commence à esquisser un programme préliminaire de rénovation, ce qu'on appelle parfois un PIP, Preliminary Improvement Program, PIP, d'accord. et surtout, on chiffre un premier plan d'investissement. Le fameux CAPEX, les Capital Expenditures, combien vont coûter les travaux nécessaires ou souhaités. C'est crucial pour l'acheteur, ça. Essentiel. Phase 3, on affine ce programme et le budget. Cette étape, elle peut avoir lieu après une première offre ou après la signature d'une promesse de vente pour vraiment caler le prix d'acquisition définitif. Logique. Et enfin, phase 4. Ça se passe souvent après la signature de l'acte de vente définitif. On peut avoir besoin de faire des sondages un peu plus poussés, parfois légèrement destructifs, ouvrir un mur, regarder sous un plancher, Ah oui? pour lever les derniers doutes sur certains points techniques et confirmer les coûts. Tout dépend de ce qui a été négocié et prévu dans le contrat de vente, bien sûr. Un cadre logique donc, mais qui reste flexible en fonction des enjeux spécifiques de chaque transaction. C'est exactement ça. Faut savoir s'adapter. Donc, pour résumer, cette investigation immobilière, cette due diligence, c'est bien plus qu'une simple formalité administrative ou une simple vérification. Ah oui, largement plus. C'est un levier stratégique fondamental, d'abord pour sécuriser une transaction, éviter les mauvaises surprises, mais aussi, et peut-être surtout, pour révéler et maximiser tout le potentiel caché d'un bien immobilier. Tout à fait. C'est une démarche proactive de création de valeur. Et ça ouvre d'ailleurs une réflexion intéressante qui va un peu au-delà des aspects purement techniques ou financiers. C'est-à-dire, On pourrait se demander dans quelle mesure une due diligence qui est menée avec vraiment beaucoup de rigueur et surtout de transparence influence-t-elle non seulement la transaction elle-même, le prix, les conditions, mais aussi la relation de confiance qui va s'établir ou non entre les parties. Et même sur le long terme, comment elle participe à l'intégration réussie et durable du bâtiment dans son environnement, dans son quartier. c'est une belle question pour finir. La dimension humaine et l'impact à long terme, derrière les chiffres et la technique. Exactement, c'est une piste de réflexion qui, je pense, mérite d'être explorée.